coup, je vais vous parler ce matin du pôle Nord et du pôle Sud, et puis de la différence entre les deux, parce que c'est pas toujours évident en fait de savoir déjà où les placer et aussi qui appartient à qui. Mais avant ça, je voulais juste dire quelques mots sur mon parcours. Donc, je m'appelle Lydie et je suis glaciologue de formation. Donc, moi, j'ai travaillé environ 7 ans sur les glaciers d'Antarctique et notamment sur l'effet du changement climatique, donc du réchauffement de la planète sur ces glaciers. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille aussi en tant que guide dans les régions polaires, donc que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Et là, j'emmène des gens découvrir à la fois ces régions, mais aussi approcher et comprendre les animaux qui y vivent. Donc là, je vous ai mis une photo de l'hiver dernier. Donc ça, c'était en subantarctique, donc dans la région antarctique. Et vous avez un petit éléphant de mer. Donc ça, c'est un jeune qui venait nous voir pour essayer de comprendre qui on était. Alors, déjà, je vais essayer de vous placer un petit peu le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, si vous prenez la petite étoile que vous avez au milieu, donc là, c'est là où on habite, c'est la France. Et si vous voulez aller au pôle Nord ou dans la région arctique, donc la région arctique, c'est tout ce que j'ai entouré avec ce cercle, il faut que vous montiez en fait vers le nord, vers le haut de la carte. Et en fait, le pôle Nord, ça correspond à une région où on va retrouver de la banquise notamment. Donc ça, c'est de l'eau de mer qui va être regelée, mais aussi les fameux ours polaires. Alors que le sud, c'est l'inverse. Donc dans ce cas-là, il va falloir descendre de la carte. Et là, on va trouver une région où vous avez notamment les fameux manchots qui vivent. Donc il y a vraiment une différence de type d'animaux qu'on peut trouver à la fois au nord et au sud. Alors pourquoi est-ce qu'il fait plus froid au pôle? Pourquoi est-ce qu'on va retrouver de la banquise, des glaciers de façon générale, des zones très englacées? Tout simplement parce qu'en fait, les rayons lumineux euh, n'arrivent pas avec la même intensité. Tout simplement parce que c'est des régions qui sont un tout petit peu plus loin du soleil que des régions qui sont proches de l'équateur. Donc comme vous voyez un petit peu sur ce schéma. Alors je vous le disais, donc la partie pôle Nord, en fait, ça appartient à une grande région qu'on appelle l'Arctique. Donc cette région arctique, faut imaginer ça comme un océan qui va être entouré de continents et de zones où on va retrouver notamment des glaciers. Et ce que vous allez avoir au milieu sur cet océan, c'est de la banquise qui va évoluer en fonction des saisons. Alors qu'en Antarctique, c'est l'inverse. Là, vous avez un continent qui est recouvert de glaciers et d'une calotte, donc c'est une grosse épaisseur de glace. Et ce continent, il va être entouré de banquises. Donc on voit qu'il y a vraiment deux systèmes qui sont complètement différents au nord et au sud, même si on va y retrouver dans les deux régions à la fois des glaciers, mais aussi de la banquise. Alors, imaginons qu'on est en France et qu'on veut se rendre en Arctique. Donc si on parle de la France, on peut y aller assez facilement en avion, puisqu'il y a des aéroports dans différentes régions. Donc que ce soit au Groenland, donc là, il faut compter environ 6h40 d'avion avec une petite pause à Copenhague, une petite escale à Copenhague. Et si on veut aller dans l'archipel du Svalbard, qui est en grande partie un endroit qui est protégé où on peut trouver beaucoup d'animaux tels que les ours, ben là, il faut compter environ 4h30 d'avion si c'est un vol direct. Donc on voit qu'au final, c'est pas très très loin de chez nous, en tout cas par avion. Si par contre on veut aller en Antarctique, alors là, c'est une véritable expédition. Il va falloir partir de la France. Donc là, on aura au moins 12 heures d'avion jusqu'en Asie, encore 12 heures d'avion jusqu'en Australie. Et une fois qu'on arrive en Australie, il nous faudra prendre le bateau pendant 5-6 jours jusqu'à arriver en Antarctique.
Sinon, on peut aussi partir de l'autre côté, donc en Amérique du Sud, 14 heures d'avion jusqu'en Argentine. On descend à Ushuaia et là, pareil, il nous faut forcément prendre prendre le bateau, pardon, parce que il faut atteindre le continent. Donc là, on a encore 2-3 jours de mer. Donc, on voit bien que en fait, l'Antarctique, c'est beaucoup plus inaccessible que l'Arctique. Alors après, il y a des pays euh, qui ont des stations en Antarctique et qui ont trouvé des parades, donc qui ont mis en place par exemple des petits aéroports sur la glace. Donc là, c'est des avions qui vont venir atterrir directement sur les glaciers. Mais bon, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est soumis à la météo. Donc souvent, c'est des avions qui volent pas beaucoup. Sinon, comme je vous disais, on peut y aller en bateau. Le gros problème, c'est comme je vous l'ai dit au début, il y a de la banquise en fait autour de l'Antarctique. Et ben là, on voit que on a ce fameux bateau qui s'appelle l'Astrolabe, qui travaille pour les Français, ben, qui a du mal à accéder au continent parce que il est pris dans la mer qui est complètement gelée. Alors, quel paysage on va retrouver à la fois en Arctique ou en Antarctique? Alors, si on prend déjà le cas de l'Arctique, on va retrouver, comme je vous le disais, de la banquise déjà, des paysages qui vont être relativement désertiques. Donc là, par exemple, au Svalbard, on va avoir des grandes plages. Vous voyez que c'est des zones aussi un peu englacées. Donc là, il y avait notamment un groupe de morses qui s'était installé sur la plage. On va retrouver aussi des petites calottes de glace. Donc en fait, c'est des glaciers, c'est de la neige qui s'est transformée en glace et qui s'est accumulée au cours du temps et qui a formé des grosses épaisseurs de glace. On va retrouver des icebergs aussi. Les icebergs, c'est des morceaux de glacier qui sont tombés dans l'eau et qu'on va retrouver ensuite dans l'eau. Pardon, des montagnes, mais aussi on va retrouver de la végétation qu'on appelle de la toundra. Et en fait, cette toundra, elle correspond à environ 70% des paysages de l'Arctique. Donc c'est extrêmement important. Même si souvent on s'imagine l'Arctique comme étant que de la banquise ou des glaciers, c'est surtout beaucoup de végétation très rase. Et puis on retrouve aussi des petites fleurs en été, entre juin et septembre. En Antarctique, au contraire, donc là on va retrouver forcément de la glace. Donc l'Antarctique, c'est 30 millions de kilomètres cubes de glace. Donc c'est énorme et c'est 80% de toute la glace qui existe dans le monde. Donc on voit que c'est même quasiment plus rude comme climat. Donc là, je vous ai mis une image de, de l'Antarctique si on enlevait en fait la glace qu'il y a sur le continent. Là, vous voyez qu'il y a une grosse couche de glace qui va en fait noyer en quelque sorte l'ensemble des reliefs. Et pourquoi est-ce qu'il va faire plus froid au pôle sud qu'au pôle nord, ou en tout cas en Antarctique qu'en Arctique? C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte de grand courant qui circule tout autour du continent et qui isole en fait ce continent du reste du monde. Donc toutes les eaux chaudes qui vont être chauffées par les rayons lumineux un petit peu plus proches de l'équateur ne vont pas arriver jusqu'en Antarctique, ce qui n'est pas le cas en Arctique, et du coup il fait extrêmement froid, en tout cas plus froid qu'en Arctique à cet endroit-là. Donc on va retrouver dans cette région ces fameux glaciers. Voilà encore des images de glaciers qui vont être beaucoup plus impressionnants en fait que ceux de l'Arctique, tout simplement parce qu'il fait encore plus froid. On va retrouver aussi de très grands icebergs. Et puis sinon, on va avoir des paysages extrêmement désertiques, en fait, très très blancs, très plats, sur de grandes étendues. Il faut imaginer l'Antarctique comme un immense désert de glace. Alors, qui est-ce qui vit au pôle? Alors, en Arctique, il y a des hommes qui se sont installés qu'on appelle les Inuits. Il y a des grandes populations qui sont présentes à la fois au Groenland, mais aussi au nord du Canada, en Alaska et en Sibérie. Et c'est des personnes qui sont arrivées là
il y a plusieurs milliers d'années, qui se sont installés et qui maintenant sont complètement adaptés à ce milieu-là. Et c'est des personnes qui vont notamment chasser, qui vont pêcher, etc., etc. Alors qu'en Antarctique, en fait, il n'y a aucun peuple, à un moment donné, qui soit arrivé jusque là-bas. La première personne qui a posé le pied en Antarctique, c'était au 19e siècle, c'était en 1840. Donc c'est très très tard, en fait, dans l'échelle des civilisations. Donc là-bas, en fait, c'est exclusivement des scientifiques et maintenant de plus en plus de touristes qui peuvent y accéder, mais il n'y a pas de villes telles qu'on les connaît ailleurs dans le monde. Et donc les scientifiques qui sont là-bas, eh ben, ils vont étudier ce continent. C'est des scientifiques aussi de toute nationalité, parce que l'Antarctique, en fait, est en quelque sorte géré par un ensemble de pays et n'appartient à personne en particulier. Alors, quels sont les animaux? Donc, je vous en ai un tout petit peu parlé au début de la présentation, parce que bah, lui, quand même, c'est le grand seigneur de l'Arctique, c'est l'ours polaire. Donc, lui, il vit exclusivement en Arctique et dans la banquise. Donc, il va se nourrir de phoques qui vivent aussi sur la glace. Donc, voilà encore une photo d'un ours polaire avec son petit. Et en Arctique, on va avoir aussi des oiseaux qu'on appelle des alcidés. Donc ça, c'est la grande famille de ces oiseaux-là, dont des pingouins. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors qu'en Antarctique, donc dans la famille des manchots, donc c'est des oiseaux qui ne vont pas voler, qui ressemblent énormément aux pingouins, mais qui en fait appartiennent à une famille qui est différente, qui s'appelle les sphénicidés. Donc les pingouins savent voler et les manchots ne savent pas voler. Par contre, ces deux oiseaux sont complètement adaptés à la nage et à la plongée. On voit qu'ils ont une petite forme de ballon de rugby avec des ailes qui sont assez courtes. Et ça leur permet en fait de plonger dans l'eau et ensuite d'attraper des poissons pour se nourrir. Alors en Antarctique, vous avez les animaux emblématiques, bah c'est les manchots. Donc il y en a plusieurs types. Là, je vous ai mis une photo d'un petit manchot qui est noir et blanc, qui s'appelle le manchot Adélie. Donc voilà encore une image de ce manchot. On voit entre ses pattes qu'il a un œuf qu'il est en train de couver. Voilà encore une photo de manchot Adélie sur la glace. Sinon, on va avoir des oiseaux comme le grand labe. Le grand labe qui existe aussi en Arctique, mais qui est pas exactement la même forme. Sinon, bah, des phoques, à la fois en Arctique ou en Antarctique. Alors celui-là, c'est un phoque d'Antarctique qui s'appelle le phoque de Weddell. Ou alors des éléphants de mer. Au début de la présentation, je vous montrais une photo d'un jeune éléphant de mer. Bah, voilà ce qu'il va devenir dans quelques années. Et bien sûr, bah, les manchots, je pense que vous les connaissez, ceux-là. C'est des grands manchots qu'on appelle les manchots empereurs qui vivent sur la banquise et qui se reproduisent en hiver. Voilà une autre image de manchot empereur. Et je voulais finir avec cette petite image qui vous présente en fait l'ensemble des animaux qu'on peut trouver en Arctique et en Antarctique, mais qui en fait est pleine de bêtises parce que on voit qu'on a des petits manchots qui sont à côté d'ours polaires par exemple. Donc je vous laisse regarder un petit peu cette image et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'est fini pour moi et j'espère qu'on a un petit peu de temps, ouais, on a un petit quart d'heure pour les questions. Voilà, je vais remettre ma caméra. Alors Sandrine, tu veux? Donc la classe de qui aussi avec question. Oui, d'accord. Alors je vous écoute. Bonjour.
Vous entendez? Bonjour. Oui, on vous entend très bien. Oui, Oui, bien mal. Alors, c'est Margot qui a une question à vous poser. d'accord. Alors, je t'ai pas entendu, j'ai pas entendu ta question. Elle n'a pas bien compris ce qu'était la banquise. Alors, d'accord, ok. Bon, je vais reprendre ça. Alors, la banquise, c'est tout simple en fait. C'est de l'eau de mer, telle que celle qu'on connaît n'importe où, mais qui va regeler. En fait, il va faire tellement froid que la température de l'eau de mer va descendre à une température, va descendre suffisamment pour commencer à former des cristaux et former de la glace directement dans la mer. Donc, c'est ça la banquise. L'autre nom en fait de la banquise, c'est la glace de mer. Voilà. Alors que en comparaison, les glaciers, c'est de la glace qui se forme à partir de la neige. Donc il faut imaginer la neige qui va tomber du coup sur le continent, qui va se tasser et qui ensuite, au bout d'un moment, va se transformer en glace. Voilà. Donc c'est les deux grands types de glace différents. Alors, des questions écrites, on a que mangent les pingouins et pourquoi ils marchent comme ça? Alors, que mangent les pingouins et pourquoi ils marchent comme ça? Alors, les pingouins ou les manchots? Attention, hein, c'est pas pareil, hein. Alors, les manchots, eux, ils vont manger plutôt des tout petits poissons. Euh, Après, ils marchent plutôt mal parce qu'ils ont des pattes qui sont très courtes. Mais même si on a l'impression qu'ils sont un petit peu pâteaux, les manchots, au final, ils marchent plutôt bien et ils font de grandes distances assez rapidement. C'est aussi dû à leur forme en fait. Comme je vous disais, ils ont un petit peu une forme de ballon en quelque sorte. C'est parce ils ont, ils sont adaptés en fait à la plongée. S'ils descendent un petit peu en profondeur, en fait, l'eau, elle va appuyer de la même manière sur toute la partie du corps du manchot. Et du coup, il plongera mieux que si, par exemple, il était très effilé, beaucoup plus grand, etc., etc. C'est vraiment dû aussi à sa forme qui est adaptée à sa plongée pour pouvoir attraper des poissons. Mais quand on voit des manchots dans l'eau, en fait, ils ressemblent à des vraies torpilles. Ils vont extrêmement vite, hein. Alors, on a une question de la classe de monsieur ou madame Beccali. D'accord. Du coup, je vais leur donner le micro. Ok. Bonjour. 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 On vous entend bien. Il y a une petite. Oui, c'est une petite question sur l'ours et le pôle Nord, pôle Sud. D'accord. Ok. Je vous écoute. Euh, les ours, ils vivent au pôle Nord ou au pôle Sud? Ah, à ton avis, est-ce que tu as une idée? Ah, Au pôle Nord. et Au voilà, pôle c'est ça. Nord. Exactement. Les ours polaires, ils vivent au pôle Nord. Euh, Et pourquoi est-ce qu'ils vivent pas au pôle Sud aussi? Et ben ils vivent pas au pôle Sud parce qu'ils sont jamais arrivés jusqu'au pôle Sud. En fait, les ours polaires, ils ont un ancêtre commun avec les ours bruns, les ours canadiens. Et il y a environ 20 000 ans, ces ours bruns, ils ont commencé à remonter un petit peu plus au nord et à chasser dans la banquise. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des phoques qui vivaient là. Donc ils sont allés de plus en plus nord. Ils ont commencé aussi à perdre leur couleur brune et à devenir blancs, ce qui était un avantage pour eux puisqu'ils pouvaient chasser sans être vus, en tout cas bien vus. Et du coup, ils sont arrivés dans cette banquise et puis ils ont commencé à se développer et à former l'ours polaire qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vraiment juste parce qu'en fait, les ours sont jamais arrivés jusqu'en Antarctique. Voilà, ils sont Merci. toujours restés dans la partie plutôt nord. Pas de souci. Alors, du coup, on a la classe de monsieur Jean-Bernard Cantournet. D'accord. Je leur passe le micro. Donc les Blancs ont survécu. Mais c'est les mêmes ours. C'est les descendants. Et
c'est les descendants, c'est deux espèces qui se sont séparées. Voilà. Une qui est restée brun, c'est moi qui ai coupé. Si, ouais, ils entendent. Alors, on a passé le micro à la classe de Jean-Bernard Cantourné, c'est ça? Est-ce que vous Oui, avez bonjour. une question? Bonjour, oui, on vous entend. Ouais, Ah, désolé, j'étais en train de parler en même temps, c'est désolé. pas grave. Oui, on a une question. On a un élève qui va venir vous la poser. D'accord, super. Allez, viens, fort. Est-ce que le pôle Nord, c'est comme le pôle Sud? Non, est-ce que le pôle Nord, c'est comme le Groenland? Alors, en fait, le pôle Nord, c'est un seul point, en quelque sorte. C'est par exemple, c'est le milieu de la région arctique. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est pas complètement clair. Mais en fait, l'Arctique, c'est une grande région qui est environ au-dessus de 60 degrés nord. Donc, c'est le haut du globe. Et le Groenland, ça fait partie de cette région arctique. Et le pôle Nord, c'est le milieu, en quelque sorte, de cette région. C'est le haut du monde, en quelque sorte. Mais oui, le Groenland, c'est pas le pôle Nord, parce que le pôle Nord, en fait, il est au milieu de l'océan. Mais le Groenland, c'est quand même, ça fait quand même partie de la région arctique. Voilà. Merci. Oui, c'est bon? Ok. Et du coup, on a une question de la classe de Pinot. Sinon, tu as la classe de Laetitia Carpecci. Attends. Peut-être annonce-leur qu'ils ont le micro. Alors, Sandrine est en train de Préparer la prochaine de préparer de préparer la prochaine question. Voilà, donc c'est la classe de Madame Cartachi qui a le micro. Voilà, la classe de Madame Kartachi. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous nous entendez? La classe de Madame Kartachi. Sinon, on teste quelqu'un d'autre. D'accord, alors du coup, on va passer à la classe de Madame Lloyd. Alors, la classe de Madame Lloyd, est-ce que c'est bon pour vous? Ils n'ont pas de micro. Ah, ils n'ont pas de micro. Sinon, tu n'as pas des questions écrites? Si. Pourquoi y a-t-il un courant au pôle sud et non au pôle nord? Ah, alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un courant au pôle sud? Donc, c'est un courant qu'on appelle le courant circumpolaire et pas au pôle nord. Bah, c'est juste dû à la géographie. Donc, si vous regardez l'Antarctique, c'est un continent qui est entouré d'un océan. Et en fait, cet océan, il est particulier parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a pas d'île. Bon, si, il y a quelques petites îles, mais il n'y a pas de chaîne de montagnes ou quoi que ce soit, ou de côtes qui vont l'empêcher en fait de tourner autour de l'Antarctique. Alors qu'en Arctique, on a cet océan qui est entouré de continents. Et du coup, c'est vraiment parce qu'il y a cette différence de géographie qui fait qu'en fait, ce courant, il arrive à tourner et à emprisonner le continent antarctique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence de climat entre les deux. La classe de Madame Syrah. Je vais donner le micro. D'accord. Donc la classe de Madame Syrah, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez une question à poser? Vous avez le micro. Oui, on va vous poser une question. Super. Est-ce qu'il fait chaud l'été? Est-ce qu'il fait chaud l'été? Alors, où ça? Dans le pôle Nord ou en Arctique ou en Antarctique? Dans Dans les le pôle Nord. Voilà. Dans En les deux. Arctique? Alors, en Arctique, ça dépend où t'es, mais oui, il y a des endroits où il peut faire chaud, hein. Moi, je me rappelle une année, j'étais au Groenland, c'était il y a 3 ans. Et en fait, ce jour-là, j'étais en t-shirt. Il faisait super chaud, il faisait quasiment 20 degrés.
Donc des fois, ça arrive qu'il fasse très très bon. Après, si tu te mets pile poil au pôle Nord, là par contre, il fera jamais 20 degrés, il fera toujours beaucoup plus froid. Mais si tu descends un tout petit peu dans la région arctique, là ouais, tu peux avoir des endroits où il fait bon. Après, le temps change en général très très vite, donc il fait jamais 20 degrés très longtemps. Voilà. Merci. De rien. La classe de Madame Parsou. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, très bien. On a Nini qui a une question à vous poser sur les ours blancs, je crois. D'accord. Est-ce qu'ils mangent autre chose que les phoques, les ours polaires? Ah, c'est une bonne question. Ok. Alors, est-ce que les ours polaires mangent autre chose que juste des phoques? Oui, oui, c'est vrai, et c'est de plus en plus le cas. Parce que, en fait, en Arctique, il y a de moins en moins de banquises parce qu'il fait de plus en plus chaud. Du coup, ces ours, ils essayent de trouver un petit peu de nourriture ailleurs parce qu'il y a moins de phoques. Mais de façon générale, en tout cas pendant l'été, ils ont tendance à manger d'autres choses. Donc, ils peuvent manger des œufs, par exemple, d'oiseaux. Il y a certains oiseaux qui vont nicher au sol. Et du coup, les ours, ils arrivent à retrouver les œufs et puis à les manger. Il y a certains ours aussi à la fin de l'été où quand il y a vraiment plus rien à manger, qui vont manger de la toundra, par exemple, donc des petites fleurs. Mais là, ça va pas vraiment les nourrir, c'est plus pour tromper leur faim, pour occuper leur estomac en quelque sorte. De temps en temps, si par exemple il y a un cadavre de baleine ou de morse ou un gros animal qui est échoué sur la plage, là on peut trouver des ours. Par exemple, là il y a quelques jours, il y a un article dans le journal qui est sorti parce que il y avait une baleine qui s'était échouée en Sibérie, en Arctique russe, et ça a attiré plus de 200 ours au même endroit. Et donc, vous pouvez voir 200 ours qui étaient en train de se nourrir du cadavre de baleine qui était là. Donc oui, les ours, ils sont un peu opportunistes, hein, ils sont très intelligents et du coup, ils vont essayer de trouver un peu de la nourriture partout. Par contre, ils mangent pas de poisson comme les ours d'Alaska, qui mangent pas mal de saumon. Voilà. Alors, la classe de Madame De rien. Arrivé. D'accord. Oui. Bonjour. Bonjour, on vous entend bien. Bonjour. Comment la glace ne fond pas avec le soleil? Comment la glace ne fond pas avec le soleil? Ah, alors, comme je disais au tout début de la présentation, en fait, le soleil, il n'est pas aussi fort que chez nous, au pôle, tout simplement parce que, à cause de la courbure du globe, eh ben, les rayons, ils n'arrivent pas directement, ils arrivent un tout petit peu couchés, et du coup, ils chauffent moins le sol que, par exemple, par chez nous, on est un tout petit peu plus bas. Donc il y a ça, et puis il y a aussi à cause de la température qui fait dans l'air, il fait tellement froid que le soleil, à lui tout seul, il n'est pas capable de fondre la glace. Voilà. Mais c'est même le cas, par exemple, en montagne. En montagne, si on monte très haut en altitude, on a encore de la neige, on a encore des glaciers. Et même s'il fait très beau, même s'il y a des rayons du soleil, ils vont pas être suffisants pour fondre la glace, tout simplement parce qu'il fait froid. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Alors, on a une question écrite de la classe de Madame Flandre. Pourquoi Est-ce qu'il y a des insectes au pôle sud? Alors attends, parce que j'ai une autre question en même temps. Est-ce qu'il y a des insectes? En Arctique, oui, il y a des insectes, parce qu'il y a des petites fleurs en fait. Donc en général, ils vont ensemble. Mais je crois même que dans le sud du Groenland, il y a beaucoup, beaucoup de moustiques.
Mais après, ça dépend où on est. Plus tu montes et moins il y a d'insectes. En Antarctique, c'est un petit peu pareil. Sur la côte, il n'y en a pas vraiment. Mais après, quand tu descends plus au sud, il n'y en a plus du tout, quoi. Voilà. Et, à suivre. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par écrit et puis on prendra le temps d'y répondre dans les jours qui arrivent. Et puis voilà, puis aussi vous pouvez participer au concours de jeunes reporters. Donc on a hâte de voir vos productions si vous avez envie de participer. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.